Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Au-delà des mots, alors qui ce soir sera consacré au Feng Shui. Voilà. Et pour nous parler de Feng Shui, j'ai invité quelqu'un que vous commencez à connaître en la personne de Claire, parce que Claire anime une émission sur la numérologie vietnamienne. Salut Claire, comment vas-tu ? Bonjour Jeff, très bien, très contente d'être encore avec vous. Ben oui, mais là ce soir tu es en tant qu'invité parce que on a besoin de parler de Feng Shui, de savoir à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, qui l'utilise, pourquoi, comment, enfin etc. Donc comme je sais que tu es un petit peu plus qu'amatrice de ça, de cela, donc voilà, je fais appel à tes services et à tes connaissances. C'est gentil. C'est gentil. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire en un mot déjà ? Le Feng Shui, ça parle d'énergie. Voilà. L'énergie, beaucoup de monde en parle, hein. Oui, mais ça a eu été à la mode il y a quelques années, puis là on entend un petit peu moins parler quand même. Oui, mais ça va revenir parce que beaucoup de personnes se rendent compte qu'il y a quelque chose qui existe, qui est invisible. Oui. Qu'on ne peut pas contrôler, mais qui a une influence sur notre vécu, notre vivant, notre univers. Et cette partie invisible, on va commencer de plus à plus, grâce aussi à tes intervenants, mais grâce aux scientifiques qui se sont aperçus qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Donc on va revenir sur cette énergie qui est là autour de nous. Et les Asiatiques, eux, l'ont expliqué depuis longtemps par cette science qui est le Feng Shui, par des règles simples. Il y a eu beaucoup d'écoles et beaucoup de courants différents, mais on retrouve la même chose, c'est-à-dire certains critères qui sont exactement les mêmes pour toutes les écoles. D'accord. Donc tu confirmes bien que le Feng Shui est une énergie, ou tout au moins une circulation d'énergie, quelque chose comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est une circulation d'énergie, que ça soit dans nos maisons, mais que ça soit aussi dans l'univers. Et mais on a aussi une circulation d'énergie dans notre corps. Et là, ce sont plutôt par rapport aux méridiens et aux chakras. Et on a une énergie au niveau du ciel, les impacts du soleil et de la lune sur notre planète. Oui. Il est important aussi. Donc ceci, ce n'est que de l'énergie. Et alors, est-ce qu'on peut comparer le Feng Shui à la géobiologie, ou est-ce que la géobiologie est un complément enfin l'un ou l'autre du Feng Shui? Parce que le Feng Shui peut être un complément de la géobiologie, etc. Oui, voilà. Tout à fait. C'est un travail qu'on peut faire certains font ensemble. Moi, je n'ai pas encore travaillé cette partie géobiologie, mais comprendre que la Terre, que les réseaux de Hartmann, que les points de source, que les énergies électriques et électromagnétiques ont un impact sur nous. Et ça, c'est étudié et prouvé par des appareils, par des instruments. À la différence avec le Feng Shui, qu'on a du mal à prouver avec un instrument. Alors, qu'est-ce que le Feng Shui exactement ? Alors, comment quelqu'un qui va débuter en Feng Shui, on assimile souvent le Feng Shui au bien-être. Au bien-être. Voilà. À partir du moment où cette circulation d'énergie est équilibrée et harmonieuse, elle aura automatiquement un impact sur notre vie d'harmonie. Et souvent, on met devant les images de Feng Shui des intérieurs d'habitat très zen, oui, très asiatiques pour certains, mais c'est pas parce que l'espace est vide qu'il est automatiquement harmonieux. On a collé cette image de la zénitude sur le Feng Shui. Alors que pour moi, je dis bien c'est pour moi et ma façon de travailler, oui. L'espace doit être vivant. Il doit pas non plus être trop zen, trop calme. Trop dépouillé, on va dire. Trop dépouillé, voilà. L'habitat nous ressemble.
Donc, il faut que cette ressemblance se voit, se sente. Donc, alors c'est vrai que la première chose qui est importante, c'est l'ordre, mais bien faire la différence entre zen et ordre. Alors, tout doit être bien rangé, mais comment je pourrais dire, faut pas que ça soit trop dépouillé non plus, faut que ça soit vivant. Oui, il faut faut qu'on voit que par exemple qu'il y a des gamins qui vivent là, en fait que nos énergies circulent à l'intérieur de notre propre pièce aussi, quoi. Donc voilà. Tout à fait. Ouais. C'est pas grave si on va laisser traîner un bouquin ou traîner je sais pas moi, son parapluie ou, enfin, etc., etc. Ouais. Le seul truc, c'est, reprenons l'image que tu disais tout à l'heure, la circulation d'énergie. Imaginons donc un souffle qui rentre par la porte d'entrée et qui va faire le tour de l'appartement. Oui. Si l'appartement est vraiment très encombré, d'accord, il va avoir du mal à circuler et se brouiller un peu. Donc ça peut être souvent des personnes brouillons et avec plein d'idées, plein de projets, et pas arriver à. Si c'est trop dépouillé, l'énergie va circuler puis hop, elle va partir parce que c'est vide. Donc ça va pas activer quelque chose. Enfin, oui. C'est comme ça que je le vois, quoi. Ben oui, puis de toute façon, on voit très bien quand quelqu'un est là pour rester ou quelqu'un est là pour être un petit peu en stand-by en attendant autre chose. Par exemple, quelqu'un qui défait pas ses valises, tout ça, etc., etc. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui ne va pas rester dans l'appartement ou la maison, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est essayer de faire une relation entre ce qu'on voit et la vie de la personne qui est là. Et c'est là qu'on faisait le rapport avec cette zénitude, si tu veux, et cet ordre, ce rangement, pour pas que l'énergie stagne. Il faut qu'elle bouge. Il faut toujours qu'il y ait une circulation d'énergie, que ça bouge. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des règles dans la pratique du Feng Shui? Alors, les trois qui existent pour tout le monde, il y a la circulation d'énergie qu'on a vue. Il y a le yin et le yang, c'est-à-dire les zones qui sont plus calmes et les zones qui sont plus actives. Donc, souvent, la première partie du logement où on arrive, elle est plus yang, plus active, et la partie plus au fond, plus yin. Donc, c'est pour ça qu'on met les chambres souvent au fond. Donc ça existe pour tout. Tout est yin ou yang. Tout passe du yin au yang. La nuit, le jour, le clair, le foncé, l'extérieur, l'intérieur, le dedans, le dehors, ça passe de l'un à l'autre toujours. Donc cette harmonie-là, cet équilibre doit exister. Si on a une maison trop claire, trop claire, en m'excusant du jeu de mots, ça sera trop yin. Il faut un peu, non, ça sera trop yang, pardon. Ça sera trop actif, ça sera trop vivifiant, si tu veux. Alors qu'il faut savoir avoir des parties plus calmes pour pouvoir se poser et se calmer. On compare aussi avec la ville, par exemple. Une ville, c'est yang. Une campagne, c'est yin. Et pour se ressourcer, on a besoin, ceux qui habitent en ville, ont besoin d'aller à la campagne pour se reposer, pour se reposer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en fait, ça revient à dire que chaque chose a son opposé, en fait. Tout à fait. Mais il faut veiller à cet équilibre. Il faut pas qu'on en ait trop de l'un ou de l'autre. Tu vois? Oui, tout à fait. Donc, la première chose qu'on va voir dans les logements, c'est ça, c'est cet petit équilibre entre le yin et le yang. Alors, l'équilibre entre ce yin et le yang, c'est de voir ce côté actif du yang et ce côté passif du yin. Donc, dans cet équilibre qu'on a dans notre logement, d'essayer de le retrouver. Et le retrouver avec des critères simples. Quand on a des pièces qui sont très claires, c'est-à-dire souvent peintes en blanc, on a ce côté clair, donc ce côté yang. Quand on a des pièces plus sombres, on a plutôt ce côté yin. Donc, on va jouer sur ces couleurs-là pour pouvoir faire cet équilibre. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. J'ai compris, j'ai compris. D'accord.
comment je pourrais dire ça, est-ce qu'il y a des couleurs à respecter ou quand même quoi est-ce qu'il faut quand même qu'il y ait plus de tendance dans les tons clairs que dans les tons foncés? Est-ce que tu parles quand même de clair et de foncé, donc est-ce qu'il y a pas quand même plus de clair à avoir que de foncé quand même? Pas automatiquement. Ça dépend ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche. Si on veut faire une chambre, par exemple, une chambre, c'est fait pour se reposer. Donc il faut plus une énergie calme. Donc plus une énergie yin. À ce moment-là, on va mettre des couleurs plus sombres. Si cette chambre est au début du logement, c'est-à-dire au début de la maison, dans la première partie, quand tu rentres dans cette maison, Oui. elle est dans une partie yang. Elle est dans une partie active. Donc ce sera une chambre qui ne sera pas au calme. Donc le moyen de la rendre calme, c'est de lui donner des couleurs sombres. Tu vois, donc on va jouer sur le yin et le yang de la position de la chambre, oui, mais avec aussi le yin et le yang, des couleurs qu'on va y intégrer. Et c'est là qu'on va jouer sur ces deux éléments de yin et de yang. D'accord. Tu vois? Oui, tout à fait. Donc cet équilibre est intéressant parce que l'exemple de la chambre, il est typique parce qu'on a souvent des chambres en première partie. Et le contre-exemple, c'est souvent mettre des bureaux. Les bureaux, on a besoin que ça soit actif. Donc ils sont souvent soit au deuxième étage, soit au fond de la maison, et donc dans des parties qui sont plutôt calmes. Et donc à ce moment-là, par contre, il faut mettre des couleurs claires parce que là, on a besoin que ça soit actif. Si on ne peut pas la changer de situation, ce bureau, eh ben on a besoin de l'activer, et on va l'activer en lui donnant du yang, en lui donnant une énergie active. Donc si je fais un petit peu le résumé, plus on est près de la porte d'entrée, oui, plus il faut du foncé. Ça dépend. Non. Parce que plus on est vers la porte d'entrée, plus c'est yang. Selon s'il y a un salon, là, c'est très bien. Le salon, il a besoin d'être actif. Il est dans une partie yang, il est très bien. On corrige si on a justement l'inverse. Si on a des chambres plutôt à l'avant, ou si on a un bureau à l'arrière, on ne changera. Enfin, on travaillera sur ce yin et ce yang si vraiment on a une difficulté ou une pièce qui est. Mais ça ne se verra que dans l'étude du logement. Tu comprends? Mais pour moi, c'était important de le dire que ce yin et ce yang fait partie de toutes les écoles feng shui. D'accord. Et il faut un équilibre. Alors, on a vu la circulation d'énergie, on a vu en deuxième règle le yin et le yang. Alors, et la troisième règle alors? Et la troisième règle sont les 5 éléments. Les Asiatiques se basent sur 5 éléments et une synergie entre ces 5 éléments, qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. D'accord. Donc, il y a des correspondances avec ces 5 éléments. Ils ont un lien entre eux. Ils ont une synergie entre eux. Et ces 5 éléments, essayez de l'avoir cet équilibre. Donc, dans chaque pièce de la maison, d'essayer d'avoir de l'équilibre de ces 5 éléments. Mais comment on peut faire? Simplement en prenant les critères de ces 5 éléments. Le bois, par exemple, on va le représenter alors, on se base dans la première chose qui est intéressante et qui va être facile à utiliser, c'est les couleurs. Utilisons les couleurs de ces éléments pour pouvoir les mettre. Que ça soit un objet, que ça soit un rideau, que ça soit un canapé, un tapis, une bougie, même si on n'a pas envie d'en mettre trop parce que c'est une couleur qu'on n'aime pas, mais mettre la couleur de ces 5 éléments. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer les couleurs de ces 5 éléments? Allons-y, on a le temps, donc tant qu'à faire, on a le temps. Donc le bois, on est sur du vert et du marron, à la représentation d'un arbre, le vert et le marron. D'accord. Le feu, c'est la couleur rouge et orange, la couleur d'un feu, tout simplement. Mm-hmm. La terre, on a tous les jaunes et les ocres jaunes de la terre, plus les champs de blé, plus le beige du désert. Ça, c'est toute la terre, les couleurs de la terre. Après le métal, on a plus sur du blanc et du gris, et toutes les couleurs du métal, c'est-à-dire l'argent, l'or, le cuivre. Ça, c'est le métal, la représentation du métal. Et l'eau qui est souvent le bleu
le bleu de la mer, le bleu des étangs, mais aussi le noir de la profondeur de la mer. Tu vois? Oui, oui. Toutes ces couleurs-là sont importantes d'avoir dans chaque pièce pour avoir une répartition de ces 5 éléments et un équilibre. Mais en fait, quand on fait le point de tout ce que tu viens de citer, de tous ces éléments, ben, en fait, on retrouve toutes les couleurs qui puissent exister, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc, il faudrait presque un peu de chaque couleur, en gros. Un peu de chaque couleur. Après, dans la deuxième partie, on parlera, ce qui est le travail le plus important d'un consultant Feng Shui, c'est la sectorisation. C'est-à-dire qu'après, dans la deuxième partie, on verra ça. Mais au départ, il faut cet équilibre de ces 5 éléments. Et dans la sectorisation, on verra que selon certaines pièces, on va mettre plus d'un élément qu'un autre. Voilà, j'aurais voulu faire un petit peu le parallèle entre ce que j'ai parlé tout à l'heure, à savoir la géobiologie et le Feng Shui. Alors, est-ce que si par exemple on a quelque chose en termes de géobiologie qui n'est pas très correct, on va dire qu'il y a des ondes négatives par rapport à la Terre. Oui, par rapport à la Terre. Et par exemple, on a un appartement qui est juste au-dessus et qu'on a tout réglé de façon à ce que ce soit bien en termes de Feng Shui. Est-ce que le côté géobiologie, donc on va dire négatif, donc par exemple avec des courants d'eau qui passent sous la maison, etc. Est-ce que ça peut nuire à notre Feng Shui, on va dire? Tout à fait, tout à fait. Et c'est une partie que je n'ai pas encore travaillé, mais qui est fait très bien par des géobiologues et qui savent mesurer l'impact du sol sur les personnes. Et ça peut modifier beaucoup de choses. Ça peut contrarier, ça peut bloquer selon si l'eau est en dessous, si les zones sont difficiles, ça peut bloquer. Tout à fait. D'accord. Et dans ces conditions, il faut rééquilibrer. Enfin, comment on peut rééquilibrer? Est-ce que c'est avec des aimants ou comme un géobiologue en fait ou voilà. Là, je me permettrai pas de le faire parce que je ne voudrais pas me tromper. Je suis en lien avec plusieurs géobiologues qui peuvent travailler aussi dans les maisons et c'est la meilleure disposition. Pour nous aider à bien travailler. Après, selon ce qu'ils utilisent, selon ce qu'ils trouvent, ils peuvent bloquer l'eau, ils peuvent mettre des pointes, ils peuvent travailler dans le logement, mais aussi sur le terrain autour du logement. Mais je ne connais pas assez. D'accord, ben oui, parce que j'ai vu des géobiologues ou des radiesthésistes qui mettent des aimants à chaque côté de pièce selon ce que les baguettes disent. Ils posent l'aimant à tel ou tel endroit et tout à fait. Et un autre en résonance, quoi, de façon à ce que que la chambre ne soit pas atteinte, par exemple, pour que l'enfant ou la personne puisse bien dormir. Oui, c'est vrai, tout à fait. Moi, pour l'instant, je n'utilise pas et je ne m'occupe que de l'intérieur du logement. Voilà. En fait, je voulais juste faire le parallèle pour savoir si l'un pouvait nuire à l'autre. Voilà. Non. Ça, c'est un travail ensemble. C'est bien de le faire ensemble. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il faudra que bientôt j'invite quelqu'un qui fasse de la géobiologie ou de la radiesthésie. Tout à fait. Voilà, ça serait très intéressant de voir comment lui, il le voit, oui. Ça ne saurait tarder, alors. Voilà. Alors, comme on était dans la chambre pour le sommeil, si on parlait un petit peu de la chambre, comment on peut aménager une chambre de façon à ce qu'elle soit un petit peu Feng Shui? Feng Shui. Alors, une chambre, déjà, c'est fait pour se reposer. Et on a l'inconvénient qu'on fait, parce que c'est quand même plus facile, c'est d'y mettre sa télé. Donc, ou son ordinateur, ou une partie de bureau, surtout sur les chambres d'étudiants. Donc on est en train de mettre deux choses qui ne vont pas ensemble. Donc, mais par peu de place, on est bien obligé. Donc essayez de bien séparer ces deux zones-là, entre la zone de travail et la zone de repos. C'est vraiment pour se reposer. Après, la pièce, au niveau de la circulation d'énergie, évitez de mettre le lit entre la porte d'entrée de la chambre et la fenêtre. Cette circulation d'énergie va être là.
et elle peut être désagréable, en sachant que la nuit, quand on dort, la fenêtre elle est fermée. Donc, mais c'est une des choses qu'on fait attention au feng shui. D'accord, mais après, oui, pourtant dans les pièces actuelles, les chambres font souvent 9 mètres carrés, et puis on est un petit peu obligé de mettre le lit entre la fenêtre et la porte, parce que 9 mètres carrés, ça fait 3 fois 3, 9 ou oui, je comprends bien. Je comprends bien. C'est pas facile en fait, hein. Non. Mais c'est plein de petites règles qu'on peut après voir, déjà identifier. C'est déjà intéressant, en disant voilà, j'ai une influence ou pas. Et si on peut pas le modifier, on va essayer en mettant un rideau sur cette fenêtre pour essayer de donner de l'espace, si tu veux, dans cette chambre, et du calme. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais aussi de la télévision. Moi, je rajouterais aussi le réveil électronique. Ah après, c'est pareil, c'est le géobiologue qui va aller voir toutes les zones avec le téléphone qui soit pas sur la table de nuit. Le réveil, pareil, un réveil avec une pile ou un réveil avec un secteur. Il y a plein dans le monde actuel, on a tellement d'appareils électriques et électromagnétiques que ça peut perturber le sommeil, ça c'est sûr. Mais même sans parler de sommeil, c'est même perturber la vie en général. Moi, je peux plus mettre de téléphone portable à mon oreille. Je suis obligé de prendre un écouteur parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me rentre dans la tête et ça me fait horriblement mal quand je mets un téléphone portable sur mon oreille. C'est pour dire que c'est vraiment mauvais, quoi. Ouais, tout à fait, très mauvais. Donc, a fortiori, dans une chambre où on va passer 6, 7, 8 heures de sommeil avec le téléphone presque collé à la tête pour être sûr de pouvoir l'entendre, là, ça peut, à la limite, ça peut presque être dangereux, quoi. Ouais. Ça, ce sont toutes les pathologies qui vont arriver d'ici 10 à 15 ans dans une grande partie des personnes. J'imagine, oui. Il y a, déjà, dans l'entourage, je vois qu'il y a pas mal de tumeurs au cerveau, des trucs comme ça, quoi, parce que pour avoir la société de consommation a besoin de téléphone, en fait, tout passe par les ondes, que ce soit le Wi-Fi, que ce soit la télévision, que ce soit, en fait, n'importe quel, l'ordinateur avec n'importe quel outil maintenant a besoin de Wi-Fi, mais il faut pas oublier que ça passe par notre tête aussi et par notre corps, et ça nous transperce, et ça nous esquinte. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, imaginez dans une chambre. Ouais. Dans le moment où on se repose le plus, où le corps a besoin de se ressourcer. Ben oui. Alors voilà. Donc on retourne à notre chambre. Voilà. L'emplacement des meubles, l'emplacement comment tu t'y prends alors? Tout dépend de la surface de la chambre. C'est vrai que si tu as du 9 mètres carrés, tu peux pas faire autrement. Entre l'armoire et le lit et la table de nuit. Après, chacun apportera sa propre installation, je dirais. Il n'y a pas des règles. Ce qui est intéressant, c'est que chacun apporte son énergie dans sa chambre. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ce qu'il faut, c'est pas l'embrouiller, c'est laisser libre. Et même des fois, souvent, les gens ferment la porte de leur chambre, par exemple, parce que c'est de l'intimité, on est bien d'accord. Tout à fait. Mais si on ferme la porte, on empêche l'énergie d'arriver dans cette pièce. Et cette pièce est un secteur, est une partie, est une composante. Donc, si on lui donne pas cette énergie, on se prive. On se prive de quelque chose, tout à fait. On se prive de quelque chose. Bon, ça va, je me prive pas parce que je dors la porte ouverte. Donc c'est bien. Ça va alors. Donc la circulation se passe bien. Alors, est-ce qu'il y a tu parlais de lit entre la porte et la fenêtre, mais est-ce que, par exemple, un lit qui va être mis avec la tête au nord, ou la tête au sud, ou à l'est ou à l'ouest, est-ce que c'est important? Alors, la tête, beaucoup de monde disent que la tête au nord, c'est la meilleure façon de dormir.
Si on le comprend, la circulation de l'énergie du pôle nord vers l'équateur va du nord vers le sud. Donc, la meilleure façon d'avoir cette énergie, c'est qu'elle passe par la tête au nord et qu'elle ressorte par les pieds au sud. Donc, ça se comprend. Cependant, on a chacun des positions favorables et des positions défavorables. Chacun. Elles sont propres à chacun et selon notre position favorable, on mettra notre tête dans cette position favorable, à la seule condition qu'on dort mal. Si on dort bien, je vois pas pourquoi on va changer le lit de place. Bah, tout à fait. Si on dort mal, ça sera un des critères qu'on va aller vérifier. Quelle est votre date de naissance? En fonction de la date de naissance, quelle est votre position favorable? Est-ce que le lit, on peut le mettre dans cette position? Oui, non. Si c'est pas la bonne position, on en a 4, donc on va essayer les 3 autres. Si avec les 3 autres on peut pas, on va aller chercher autre chose. On va toujours aller chercher une solution à un problème. S'il n'y a pas de problème, c'est pas besoin de chercher une solution. Mais c'est quand même, c'est un peu vrai, hein, parce que, enfin un peu vrai, c'est vrai, mais parce que il y a quelques années, j'avais une chambre. Et donc j'avais mis mon lit d'une certaine manière. J'étais obligé de le changer parce que je ne dormais plus, ça me grattait de partout. J'avais comme si je sentais le sang qui courait à l'intérieur de mon corps. Et j'étais obligé de carrément changer la position de mon lit. D'accord. Et après tu dormais mieux. Après j'ai bien dormi. Voilà. Mais c'est ça. Voilà. C'est cette circulation qui passe de la tête aux pieds et qui est en nous, parce que on la voit pas, mais on peut la ressentir, et surtout quand ça va pas. Alors maintenant, on va aborder un autre petit sujet, les plantes dans une chambre. Alors, il y a deux possibilités. La plante, elle va dégager, elle va vivre, c'est du vivant. Alors, elle va apporter notre élément bois, c'est bien, c'est du vivant. Ça peut avoir des perturbations. Oui. Il faut faire attention quelle plante on met. Et la grande règle des plantes, ce qu'on appelle les plantes feng shui, c'est d'essayer d'avoir des plantes les plus harmonieuses et les plus pas en mauvaise santé, quoi. Elles sont vivantes. Et dès qu'on a une plante qui est un peu défaillante, il vaut mieux pas la garder parce que on va apporter une énergie plutôt négative que positive, quoi. Donc il faut faire attention. Il y a certaines personnes qui laissent leurs plantes la journée et qui les retirent la nuit. C'est possible, ça peut être très intelligent, ça, parce que comme ça ils ne subissent pas la nuit ce dégagement d'énergie. Bah oui. Alors qu'est-ce qu'on pourrait parler les meubles? Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dans les meubles? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans un meuble, par exemple dans une commode? On a une commode, est-ce qu'on peut mettre certaines choses dedans ou ne pas mettre et qui peuvent agir sur notre sommeil, par exemple? Non, une commode et une armoire, vous mettez ce que vous voulez. C'est sûr que le désordre n'est pas bon. Après, c'est souvent ce qu'on essaye de voir dans les meubles, c'est les angles. Un meuble qui a un angle a automatiquement une arête. Oui. Et cette arête peut, surtout quand on s'en rend compte quand on se cogne sur une arête de meuble, dans un angle, ça fait mal. Mais cette énergie, elle n'est pas, c'est l'énergie qui circule sur un angle va émettre une perturbation qui est invisible à l'œil nu, que les scientifiques ont travaillé et étudié. C'est une perturbation. Est-ce que cette perturbation est bonne ou est pas bonne? Si je dors en face de cette perturbation ou si je me repose sur un fauteuil à côté de cette perturbation, je vais pas être à l'aise. Donc je vais avoir du mal à dormir ou je vais avoir du mal à rester dans ce fauteuil. Si l'angle est à plus de 2 mètres de ce fauteuil, ça me dérangera pas. S'il est tout à côté, ça me dérangeait.
Donc, dans le meuble en lui-même, le meuble est très bien. Ce qu'il faut voir, c'est les angles de ce meuble, vers dans quelle direction ils sont, et est-ce qu'ils sont proches de là où on se repose. Est-ce que tu comprends? J'ai très bien compris. On va marquer une première pause, Claire. D'accord, pas de problème. Et puis on se retrouve de suite après pour continuer à parler un petit peu de Feng Shui. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, Jeff. Voilà, on se retrouve donc pour la deuxième partie de l'émission consacrée aujourd'hui au Feng Shui avec Claire, qui nous vient non pas pour nous parler de numérologie vietnamienne, mais tout simplement d'art et d'harmonie de la maison. Voilà, Claire, alors on était tout à l'heure dans la chambre, et si on passait au salon maintenant? Et si on passait au salon? Le salon étant une pièce très importante, puisque c'est la pièce où on va accueillir les personnes. Donc, D'accord. raison de plus pour qu'il soit le plus harmonieux possible. C'est ce que les gens vont ressentir quand ils vont venir chez vous. S'il y a une difficulté, s'il y a un problème d'énergie, ils vont être mal à l'aise et je sais pas pourquoi, mais ils viendront plus tellement vous voir. Donc c'est quand même un secteur important. Moi j'appelle ça se faire jeter par la maison. On peut appeler ça comme ça parce que je ressens vachement les choses et des fois il m'arrive d'aller dans des endroits mais alors de me sentir mal, mais ça me fait comme une oppression dans le ventre et tout. Hein. Ouais. Donc j'imagine que tu vas parler un petit peu de ce genre de choses là. Oui. Alors la première chose qu'on fait souvent, c'est que dans les salons, on a une grande baie vitrée. Une grande fenêtre qui nous donne sur un beau décor, sur un beau jardin. Oui. C'est souvent là où il y a des grandes vitres. Qui dit grande vitre, dit que l'énergie va partir beaucoup plus vite. Donc, ce salon va devenir d'un seul coup, peut-être, moi je vais prendre l'expression plus froid, parce que cette énergie, elle sera pas restée. Donc, on va essayer d'atténuer, on va essayer de faire en sorte que cette énergie ne parte pas trop vite. Donc sur cette grande baie vitrée, il faudrait soit des rideaux, soit des plantes pour atténuer, soit un outil que en Feng Shui on utilise beaucoup, c'est la boule à facettes. C'est pas la boule de boîte de nuit, c'est une boule de verre qui va prendre la lumière et qui va pouvoir la disperser. Et ça va éviter que cette énergie sorte trop vite par cette fenêtre. Donc cette grande vitre, il y a des fois pas des grandes vitres, mais c'est souvent là qu'on trouve une belle vitre qui donne vers l'extérieur. Donc ça, cette énergie, il faut essayer de la garder dans ce salon et pas qu'elle sorte trop vite. Voilà. Ça, c'est une des premières choses. Donc pas trop de baies vitrées alors. Hein. Pas trop de baies vitrées, mais si, il peut, parce que c'est très beau d'avoir vu sur le jardin quand même. Mais d'atténuer cette sortie d'énergie, qu'elle sorte pas trop vite, qu'elle reste un peu à l'intérieur. Donc un rideau. Un rideau, c'est le principal. Ça va permettre de garder cette énergie. Après, la deuxième chose, ce sont les fauteuils. Il faut que les fauteuils, selon la disposition, soient accueillants, soient sécurisés, ce qu'on dit souvent. Au niveau des canapés et des fauteuils, si on prend n'importe quelle personne que l'on assit sur un tabouret devant une baie vitrée, il va se sentir mal à l'aise parce que il sait pas inconsciemment si quelque chose va arriver derrière lui. Donc la meilleure façon, c'est de protéger notre dos. Protéger notre dos soit par une chaise haute, soit par un fauteuil haut, mais c'est surtout avoir un mur derrière et pas le vide. Et ça, je demande à chacun de tester. Essayez de vous mettre avec un tabouret à cet endroit-là. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes à l'aise, pas à l'aise? Et si je le déplace et que je le mets contre un mur, est-ce que vous êtes plus à l'aise? Faites le test. Vous verrez. Vous comprendrez tout de suite pourquoi d'avoir une protection derrière soi est importante. Mais on parle souvent aussi d'avoir le regard vers la porte. Oui. Ça, c'est la deuxième chose aussi. C'est-à-dire, peur de derrière, mais peur de ce qui va arriver devant. Et le fait de voir la porte, vous savez qui va arriver. Vous savez ce qui va arriver. Si vous avez le dos à la porte, c'est exactement le même principe. Qui sait qui va arriver derrière vous? Ami ou ennemi? Voilà. Et donc, le mieux, c'est de le regarder. C'est sûr. Ça, c'est vrai, c'est la même chose que la fenêtre, si tu veux, mais différemment. Donc, la personne que vous allez inviter à venir dans votre salon, essayez de trouver la meilleure position pour qu'elle soit pas
avec le vide derrière et qu'elle voie la porte d'entrée. Et là, elle va se sentir en sécurité et du coup, elle va revenir. C'est quand même mieux. Bah oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Bah, on a envie que les amis reviennent. Voilà. Alors, après, on reprend sur les angles que j'expliquais au niveau des meubles. Oui. Une table basse, on en a de toutes les formes, mais c'est vrai qu'une table basse avec des angles, ben c'est des angles, ça coupe. Alors qu'on est là pour recevoir nos amis. Donc souvent on préconise d'avoir des tables un peu plus avec des coins un peu plus arrondis ou des tables rondes ou des tables ovales, que ça coupe pas. Tu vois, pour pas couper l'énergie, pour que ça circule bien. Donc là, on fait aussi un peu attention au niveau de la table basse. Et au niveau des étagères derrière, des meubles qui sont derrière, que les angles ne soient pas en face de l'invité qui va s'installer. Nous, c'est pas très grave. Sur le principe, c'est pas très grave. Notre salon, c'est notre salon. On peut se mettre à différents endroits. Mais les invités, il faut vraiment qu'ils soient dans une place sécurisée et comment je dirais, et qui ne sentent pas d'agression par rapport à ces angles-là. D'accord. Tu comprends? Ah oui, donc il y a toujours cette distance de 2 mètres à respecter alors. Voilà. C'est les scientifiques qu'on dit qu'à partir de 2 mètres. Alors si on a des grands plafonds, des grands meubles, des grands salons, ça posera pas de problème. Vu nos petits espaces, on a toujours beaucoup de meubles qui se tassent et qui justement ne permettent pas cette circulation d'énergie et peuvent gêner. Donc bien faire attention à ça. Ok. D'accord. Et au niveau de donc maintenant on va pouvoir reprendre les appareils électriques. Eh oui, alors, là ils y sont encore. Ben oui. Et qui plus est, là il y a le plus gros appareil électrique qui est la télévision. La télévision, oui. Alors qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette télévision? Parce que on a tous tendance à la laisser allumer, enfin à laisser le veilleur allumé. Oui, sous tension, on va dire. Oui, et sous tension, ça nous fait dépenser de l'électricité beaucoup plus, mais on n'a pas le réflexe d'éteindre, de rallumer à chaque fois qu'on l'utilise. Donc oui. c'est une difficulté, c'est sûr. Ça développe de l'énergie devant, ça développe de l'énergie derrière, de l'énergie qui n'est pas tellement favorable. Donc bien faire attention quand on a des enfants qui ont ou des personnes qui sont plus fragiles et plus sensibles à ces énergies qui sont négatives. D'accord. Mais tout le monde a une télé. Avant, on avait les télés. Les grosses télés là, maintenant ils sont. Les grosses télés, voilà. Ampoules, alors là, c'était aussi toute une. Là, ça devait être une horreur là, à l'époque. Hein. Ouais. Oui. Maintenant, on a des écrans plats. Bon, c'est plus des circuits imprimés qu'autre chose, mais à l'époque, c'était quand même des ampoules qui chauffaient, enfin bref quoi. Ouais, certainement. Voilà. C'est sûr que c'est un outil, c'est comme les ordinateurs, et on revient sur la Wi-Fi parce que souvent aussi la Wi-Fi elle est là, et tous ces instruments néfastes ont des répercussions sur notre santé et donc sur notre bien-être automatiquement. D'accord. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur le salon? Je ne sais pas moi. Tu as parlé des tables, tu as parlé de la couleur du salon par exemple. Alors pareil, la couleur dépendra de la sectorisation, dépendra du lieu où est le salon, en fonction de l'appartement, en fonction de la maison, en fonction de. On va pouvoir y venir là sur la sectorisation. Je t'embête avec ça depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai envie qu'on en parle en 3e partie d'émission. D'accord. Là, j'aimerais bien passer à la salle d'eau, la salle de bain. Alors la salle d'eau, très très intéressant parce que on dit souvent une salle d'eau, ça peut être néfaste parce que c'est des tuyaux et que l'eau utilisée s'échappe. Enfin, l'eau voilà. Entre guillemets sale va dans les tuyaux. Voilà, mais elle descend. Mais j'avais entendu parler du fait qu'il fallait dessiner des flèches sur les tuyaux d'évacuation des eaux usées. Je suis pas du tout au courant.
Voilà, il fallait mettre une flèche rouge vers le bas, je crois, de façon à ce que les énergies ne remontent pas, enfin les mauvaises énergies contenues dans l'eau usée, quoi, ne remontent pas. Ah, alors ça, je n'étais pas au courant. Je sais pas. Et ça paraissait parce qu'à partir du moment où l'eau est partie dans les tuyaux, pour moi, l'eau n'est plus là, quoi. Elle est partie, Oui. donc elle ne risque rien. Souvent, en plus, on a des clapets des siphons qui fait que ça ne remonte pas, et en plus dans les siphons, il y a souvent de l'eau qui stagne. Donc, pour moi, elle n'est pas néfaste cette eau. D'accord. Elle n'est pas néfaste, donc elle ne gêne en rien. À partir du moment où elle n'est pas visible par rapport à une fontaine ou à un aquarium qui là l'eau est visible, l'eau des tuyaux pour ma part ne me dérange pas. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut avoir dans une salle de bain ou ne pas avoir, quoi? Alors après, étant donné que on peut pas ne pas avoir. Moi, j'ai du mal au niveau de ta question, mais il y a pas. Qu'est-ce qui peut être bénéfique en termes de feng shui dans une salle de bain? Je pose la question d'une autre manière, quoi. Ouais, mais à partir du moment où je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je peux pas te répondre à une question comme ça, mais c'est un peu ambigu. Une salle d'eau, si tu veux, il y a la difficulté qu'il y a au niveau souvent des salles d'eau, c'est qu'il y a les WC en même temps. D'accord. Et ça peut gêner parce que là, par contre, les WC, on a une évacuation qui est d'eau usée, mais qui est d'eau sale, si tu veux. Donc, mais ce qui est embêtant, c'est de mettre deux activités en même temps, de pas les séparer, parce que on a d'un côté la propreté avec la baignoire, la douche et l'évier, et de l'autre côté l'évacuation de nos des excréments, quoi, ouais, voilà. Des excréments. Donc mettre les deux en même temps peut poser problème. Donc souvent il faudrait mieux mettre une paroi ou une cloison entre le WC et la baignoire ou le coin toilette. Ne serait-ce que pour les odeurs, quoi. Voilà. Voilà, quand on va faire la grosse commission et qu'on se retrouve à se laver à côté, voilà. Hein. Oh, ouais. Alors, je vais te raconter une anecdote, c'est par rapport à mon frère qui habitait du côté de, je sais plus, dans un quartier de Saint-Ouen, je crois que c'est Saint-Ouen, à Paris. Il avait des toilettes turques et il avait sa douche. Donc il descendait un petit truc en bois qui posait dessus ses toilettes et hop, et il se douchait par-dessus. D'accord. Alors je te laisse imaginer, il fallait pas faire tomber la savonnette. Ah oui, et puis il fallait que ça soit nickel. Hein. Comment faire une douche en même temps que les WC? C'est bizarre. Voilà, c'est Saint-Ouen. D'accord. Voilà. D'accord, pourquoi pas. Voilà, et on m'a dit aussi qu'il fallait toujours fermer la cuvette des toilettes et fermer la porte des toilettes, ne jamais la laisser ouverte, parce que apparemment les ondes, il y a des mauvaises énergies qui pourraient partir des toilettes, mais par la porte au lieu de partir par les toilettes, on va dire. Oui, ça aussi, c'est selon les écoles, mais c'est par simple mesure d'hygiène. De toute façon, c'est quand même mieux d'avoir le rabattant des WC fermé. C'est la logique en fait. Hein. Voilà. Après, au niveau des WC, c'est sûr que au niveau des odeurs, c'est bien aussi que la porte soit fermée. Mais il faut bien comprendre que si votre WC fait partie d'un secteur et que c'est un secteur important, il faut quand même que l'énergie de votre habitat y fasse un tour, si on peut dire. Parce que pour activer et harmoniser, il faut que ce lieu soit quand même accueillant et équilibré par rapport aux 5 éléments et harmonisé et activé par la circulation d'énergie. Donc, le fait de fermer la porte, on affaiblit cette partie-là, donc on affaiblit une partie de notre vie. D'accord. Et la chose aussi qui est importante, que ça soit au niveau des WC, mais au niveau des robinets aussi, c'est des robinets qui fuient. Ça peut avoir une conséquence sur
La facture. déperdition d'énergie. Sur la Oui, facture et la aussi. facture aussi. La facture aussi, tu as raison. Bah oui. Voilà. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut plutôt dans une salle de bain? Il y a au niveau du sol, c'est plus du lino, plus du bois, du carrelage, qu'est-ce qui est le mieux? Là, on laisse il y a pas de généralité et ça dépendra de la sectorisation toujours et ça dépendra de la facilité d'utilisation, de nettoyage si tu veux. D'accord. Mais il n'y a pas de règle générale au niveau du sol. Est-ce que c'est bien d'avoir une plante dans une salle de bain? Oui, si vous avez une lumière, Une si plante vous verte. avez un accès, voilà, une plante verte, si vous avez un accès, s'il y a de la lumière, s'il n'y a pas de lumière, la plante, elle va pas rester très longtemps. Bah oui. Mais voilà, s'il y a de la lumière, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. Et parce que bon, admettons, on va mettre un ficus. Ouais. Est-ce que le ficus est bon? Il n'y a pas de plantes bonnes et moins bonnes. Il y a eu une polémique souvent sur les plantes qui piquent, comme les Ouais. cactus ou les plantes avec des feuilles à pointe qui pourraient être agressives. Mhm. Je sais que le fucus a aussi une autre polémique au niveau du dégagement de ce qu'il fait. Ben on dit que c'est toxique un petit peu. C'est ce que j'ai entendu parler. Donc voilà quoi. Oui, C'est au pour ça que je te niveau pose la question. au niveau de la feuille et tout ça. Oui. Mais C'est donc toxique. ça c'est plus au niveau du jardin, enfin du jardinage. Je connais pas assez pour me positionner dessus. De toute façon. D'accord. Les plantes, toutes plantes peuvent être intéressantes. Après, c'est la personne qui va mettre la plante qui lui est favorable. Bah, ce qui lui convient en fait. Hein. Voilà, ce qui lui convient, tout à fait. Voilà, on va laisser tomber les deux pièces, donc les toilettes et les machins, et on va partir un petit peu dans le jardin peut-être. Un jardin est important parce que on peut aussi installer du feng shui, de la zénitude. Un jardin zen et harmonieux est beaucoup plus accueillant et reposant que si on y met tout les tas de détritus qu'on ne s'occupe pas ou qu'on en fasse un garage, un dépotoir quoi. Donc ce jardin est important pour l'accueil, pour l'énergie, pour tout ce que et on installera les mêmes conditions, c'est-à-dire le yin et le yang, la circulation énergie au niveau du jardin, et les 5 éléments, et la sectorisation. Donc, il faut qu'il soit le plus agréable possible. Mais D'accord. chacun le fera comme il le sent. Bah oui, parce qu'en fait c'est une histoire de ressenti en fait, de se sentir bien, voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Oui, non, c'est important. Est-ce que quand même il y a des plantes qui sont déconseillées? Parce que tout à l'heure tu parlais de plantes qui piquent, voilà. Bah, les cactus peuvent être à déconseiller parce que c'est agressif. On revient toujours sur le même principe de l'angle. Sur les écoles quoi, en fait, sur l'école. Les angles avec les angles que je disais qui peuvent être agressifs, les Oui. angles de meubles et les pointes, c'est pareil, c'est une pointe. Ça a ce côté agressif. D'accord. Donc c'est pas tellement favorable si on veut accueillir du monde chez soi. Faut pas que les personnes qu'on accueille chez soi se sentent agressées. Oui, et se fasse piquer, d'autant plus quoi. Ouais. D'accord. Il y a pas une histoire aussi de chemin dans un jardin. Souvent il y a des petites allées ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a pas une histoire d'aussi que les chemins se croisent ou que de telle ou telle manière ou il y a pas ça? Non, mais au niveau du chemin, c'est pareil. On reprend sur la circulation d'énergie. Un chemin va aider à la circulation d'énergie. Après, si elles se croisent et se recroisent, pour moi, je ne vois pas d'incidence. D'accord, c'est pas grave quoi en fait. Non. Souvent, ce qu'on essaye de faire au niveau du feng shui du jardin, c'est que
le centre du jardin soit bien dégagé et la répartition des différents, que ça soit la table, que ça soit le barbecue, que ça soit la niche du chien, que ça soit l'endroit où on va se reposer et faire de la lecture. Tout ceci va être déterminé avec la boussole et la sectorisation du jardin. D'accord. Voilà, on va marquer une dernière pause. D'accord. Et on se retrouve de suite après. Et là, on va parler donc de sectorisation alors, pour finir. D'accord, oui. D'accord, on va consacrer la dernière partie de l'émission à la sectorisation. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, l'émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, on se retrouve donc pour la toute dernière partie de l'émission. Il n'y aura pas de réponse aux questions ce soir parce que Claire a des impondérables et elle ne peut être présente après l'émission. Donc voilà. Alors, on va parler donc maintenant de sectorisation. C'est ce que tu parlais tout à l'heure, Claire. Et donc, oui. J'aimerais bien en savoir plus parce que je ne vois pas du tout de quoi. Enfin, j'imagine que c'est telle ou telle pièce qui doit être à tel ou tel endroit, on va dire. Mais ouais. Voilà, mais j'en sais pas plus en fait. Donc on est là pour en apprendre davantage. D'accord. La sectorisation, c'est ce qui différencie, c'est surtout ce passage-là qui différencie énormément les écoles de Feng Shui, parce qu'ils vont sectoriser différemment. Moi, j'ai essayé je l'ai appris d'une certaine manière, et pour moi, elle m'a énormément servi. Alors, comment déterminer un secteur ? Un secteur, c'est une partie du logement. Il est déterminé avec 3 critères. Le premier critère, ce sont les proportions du secteur. Qu'est-ce que c'est que les proportions ? Proportions d'une pièce, c'est-à-dire sa grandeur. Mais sa grandeur ou ses dimensions par rapport à l'ensemble du logement. Parce que une petite pièce peut être grande selon le logement. Et l'inverse aussi. Donc la première chose qu'on va regarder pour déterminer un secteur, c'est les proportions. Le deuxième critère, c'est l'affectation. C'est-à-dire dans telle pièce, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le salon, il y a la cuisine, il y a la salle à manger. Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors souvent dans le salon, il peut y avoir 2 activités parce qu'on y a mis le salon, mais on a mis un coin bureau. À ce moment-là, on va avoir 2 activités dans un seul secteur. Ou la salle à manger. Ou la salle à manger. Ou la cuisine, dans la cuisine, on va avoir mis la table de salle à manger. On aura 2 secteurs. Mais la genre de cuisine américaine, là. Voilà. Ou les cuisines américaines, tout à fait. Et souvent dans les studios, les étudiants ou les personnes qui vivent en studio, ils ont plusieurs secteurs. Ils ont un coin où ils ont leur lit, un autre coin où ils ont leur bureau, un autre coin où ils ont le canapé ou la table pour manger. Donc, tout ceci, ce sont des activités, mais des activités qui déterminent un secteur. Donc, ces secteurs, c'est important de les voir par rapport aux proportions, à l'affectation. Donc, il va y avoir des bonnes affectations, comme souvent le salon ou la cuisine, et des affectations qui sont moins bonnes, j'aime pas trop le mot bonne, mais moins favorables, qui sont les WC ou souvent le cellier ou la buanderie ou le garage, qui sont des parties du logement où l'énergie sera moins forte, si tu veux, moins intéressante. Oui. Et le troisième critère, c'est la décoration. Et c'est là-dessus que le Feng Shui va travailler sur changer la décoration, modifier la décoration pour obtenir des résultats.
Et c'est ça qui est intéressant dans le Feng Shui, et qui est la partie la plus difficile, si on peut dire, à déterminer, c'est déterminer les secteurs en lien avec une partie de notre vie. Avec les Asiatiques ont très bien compris ce lien-là, nous l'ont appris, et ça nous permet d'avoir un impact sur notre vie. C'est magnifique, c'est-à-dire en changeant la décoration d'une pièce, je vais intervenir sur une composante de ma vie. Oui. Tu comprends? Ah, moi tout à fait. Hein. Et c'est ça, et c'est là que le Feng Shui est intéressant. Bah oui, parce que ça change, ça peut. On a à ce moment-là la possibilité, nous acteurs, de changer les choses. Donc ça va pas changer du tout au tout, c'est pas un remède miraculeux aussi, mais ça va donner des situations plus favorables. Donc selon le logement qu'on a, eh ben on va sectoriser, c'est-à-dire on va attitrer une pièce où l'activité qu'on a déterminée a une composante de la vie. Et quand on l'aura déterminé, la composante de la vie sera automatiquement en lien avec un élément. D'accord. Un élément des 5 éléments que j'ai donné tout à l'heure en première partie. D'accord. Un exemple très simple. Pardon. Une question ? Non, je disais d'accord, voilà, je t'écoutais parler. Donc, je vais prendre un exemple. On a un salon qui est dans une orientation à la boussole pris dans le secteur de la richesse, qui est souvent en lien avec le sud-est. Ça ne veut pas dire que tous les salons qui se trouvent au sud-est sont avec la richesse. C'est pour ça que je ne mets pas trop souvent le sud-est avec la richesse, mais à déterminer le secteur richesse est en lien avec le bois. Et donc le fait d'être en lien avec le bois, dans cette pièce-là, je vais essayer d'apporter le plus de bois possible pour amener l'élément dans le bon secteur. Et le fait d'amener du bois va m'aider dans ma vie, dans mes finances. C'est une théorie que les Asiatiques ont définie comme ça, et donc à nous de l'utiliser dans le bon sens, c'est-à-dire dans ce secteur-là, je vais mettre du bois. Ça ne veut pas dire que demain vous allez gagner au loto, mais ça veut dire que vous allez faciliter votre composante richesse. Alors richesse ou abondance. Donc ça c'est pour donner un exemple. Mais si votre secteur richesse est dans votre cellier par exemple, un cellier qui est de petites proportions, qui est une affectation pas si favorable parce que des fois dans les celliers il n'y a pas de fenêtre, donc il n'y a pas de circulation d'énergie. Oui, c'est vrai. Donc ce secteur richesse va être affaibli. Même si, alors on va essayer d'y amener du bois quand même, mais on va pas pouvoir mettre de plantes, mais on va y mettre un parquet, on va y mettre peut-être des armoires en bois, on va essayer d'y amener le bois. Du lambris. Mais, de lambris, voilà, mais on aura cette faiblesse-là. Tu comprends? Oui. Donc c'est pour ça que la sectorisation est importante. Et à partir du moment où la sectorisation est faite, on va mettre le bon élément au bon endroit, et on va essayer justement que ça y soit plus favorable. Et le deuxième chose au niveau là on va on apporte l'élément qu'il faut avec les couleurs souvent ou la matière. Mais ce qui est aussi important, c'est la symbolique, la représentation symbolique de la richesse. Ma représentation de la richesse ne sera pas la même que la tienne, ne sera pas la même que les personnes qui nous écoutent. Donc chacun, on a une représentation nous-mêmes de ce qu'on appelle la richesse. Chacun sa richesse, quoi. Voilà. Et ce qui est important, et là ça regroupe un peu dans l'intention on va y mettre la richesse dans ce secteur-là. Donc je vais mettre l'élément, je vais mettre la représentation, et normalement
il va y avoir quelque chose qui va se passer dans ma vie, dans ce secteur-là. J'ai pris l'exemple de la richesse, mais il y a plein d'autres secteurs dans lesquels on peut travailler. Mais en fait, chaque pièce. Hein. Chaque pièce, on peut le travailler parce que chaque pièce aura une relation avec un secteur de notre vie. Donc les secteurs de notre vie, on a la santé, la richesse, la renommée, les relations, les connaissances, notre culture et notre ouverture au monde, notre créativité et les projets à venir, les protections et la carrière. Là, c'est pareil. Si on a un salon, notre secteur carrière dans le salon, ben on va y faire, on va mettre en place tout ce qui est favorable par rapport à notre carrière, jusqu'à y mettre notre logo d'entreprise ou notre diplôme ou notre représentation de notre travail par des instruments, par des objets. Ou notre radio. Pardon ? Ou notre radio. Ou notre radio, parce oui. Que si tu la as radio ta est dans le salon. Tu la mets dans ton secteur, voilà. Si ton salon est dans le secteur carrière, et raison de plus pour justement le booster, comme on dit. Il est juste en face de la porte d'entrée, en fait. Ah, alors, ben voilà. Peut-être que c'est dans le bon secteur. Voilà. Puisque ça t'est favorable. Ah bah le salon est juste en face de la porte la porte d'entrée. Hein. Tu rentres chez moi, tu as un petit hall de rien du tout et en face t'as le salon. D'accord. Donc j'imagine que c'est bien. Ben voilà. Donc c'est pour ça que cette sectorisation est importante. Et c'est vrai que c'est dans différentes écoles ils le font, dans les livres c'est expliqué différemment et je pense que chaque consultant a sa façon propre de travailler et sa méthode et donc mais c'est mettre en place ces secteurs-là. Après, on peut justement, après avoir identifié les forces et les faiblesses des secteurs, on va faire en sorte de trouver des solutions. Et donc les solutions, on va amener l'élément qu'il faut. On va essayer d'apporter le plus d'énergie possible. On va essayer de faire circuler l'énergie aussi au niveau de ces endroits-là. On a plein de moyens de modifier les choses. Et c'est là que c'est beau, c'est que on peut améliorer notre vie rien qu'avec le feng shui. Enfin, pas rien qu'avec, mais avec. Voilà. D'accord. Est-ce que je t'ai tout dit? Bah oui, je pense que tu m'as tout dit. Je crois qu'on a fait pas mal. On a visité quand même pas mal d'endroits dans la maison. Ouais. Voilà. Alors, je pense qu'on va se quitter maintenant. Oui, voilà. J'espère que je vous ai aidé. J'ai donné quelques pistes pour travailler. Les gens peuvent aller voir chez eux et faire un peu le tour. Et voilà, c'est un outil merveilleux à bien utiliser. Voilà, puis peut-être qu'on aura l'occasion de refaire une autre émission sur le sujet, mais en l'abordant peut-être d'une autre manière ou voilà. Et puis, j'essaierai d'être disponible pour les questions. Voilà, et donc si les personnes ont des questions à poser, ils les poseront directement sur la page fan Facebook de la radio, quoi. Tout à fait. Eh ben Claire, nous on se retrouve mercredi prochain. Je crois que c'est ça. Non, vendredi. Pardon, oui, vendredi pour la numérologie. Voilà. Je te fais des gros bisous. Gros bisous et merci beaucoup de m'avoir accueilli et merci à tout le monde. Et on embrasse nos auditeurs, voilà quoi. Oui, au revoir. Allez, au revoir, bisous, à bientôt. Merci. Oui.